Lumière rouge et sommeil, point d'interrogation. C'est le titre de l'enregistrement présent. Je l'ai choisi parce que je me suis interrogé sur la pertinence de l'exposition à la lumière rouge pour favoriser le sommeil. En fait, il y a beaucoup de publicité présentement qui circule sur le web et également à la télévision ici au Québec, à l'effet que la lumière rouge pourrait favoriser le sommeil lorsqu'on y est exposé. Mais qu'en est-il vraiment? C'est la question que je me suis posée. Et il y en a peut-être parmi vous qui se sont posé la même question. D'où le fait que j'ai décidé de réaliser aujourd'hui une capsule audio sur le sujet, en me disant que je suis peut-être pas le seul à me poser la question sur la pertinence de la lumière rouge pour favoriser le sommeil. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager le fruit de mes recherches à ce sujet. Donc, j'ai été sur le web, j'ai vu différents articles qu'on nous dit s'appuyer sur des données scientifiques pour en faire la promotion. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que j'ai tombé également sur un article qui va présenter un regard critique sur la lumière rouge et qui n'est pas associé à un promoteur de produits si rapportant. En fait, c'est en relation avec le gouvernement du Québec. Plus précisément, c'est un article qui provient là, par les détecteurs de rumeurs, qui sont des journalistes scientifiques de l'agence Science Presse. Donc, je vais vous présenter le lien web, le si rapportant, et je vais vous faire la lecture de passages que j'ai trouvé pertinents là, en lisant. Pour amener les principales informations si rapportant. Et c'est sûr que j'ai fait de la recherche à ce sujet-là parce qu'avant de dépenser un peu plus d'une centaine de dollars pour m'acheter un appareil servant à produire de la lumière rouge, je me suis dit, je vais me renseigner pour pas acheter quelque chose pour rien. Et c'est sûr que, comme plusieurs personnes, eh bien... Donc, avec le temps, en avançant en âge, mon sommeil est plus léger, ce qui fait que je cherche à le favoriser naturellement. Et donc, je vais procéder à la lecture. Et c'est sûr que le simple titre de l'article va répondre à la question que je viens de formuler il y a à peine quelques instants, là, ayant trait à la pertinence de l'exposition à la lumière rouge. Et le titre de l'article est celui-ci. Non, la lumière rouge ne favorise pas le sommeil. Donc voilà, toute l'intrigue, le questionnement est répondu, mais là on va donner naturellement là, des arguments pourquoi qu'on en vient à cette conclusion-là. Chose qui est intéressante. Donc, je vais lire l'article en tant que tel. On prétend que la thérapie par la lumière rouge apporterait de nombreux bienfaits, notamment celui de favoriser le sommeil. Donc, Internet regorge de sites proposant des appareils de lumière infrarouge promettant de soulager la douleur et l'inflammation, d'étendre les muscles, traiter des affections cutanées, mais surtout aider à trouver le sommeil sans risque ni effet secondaire. La physique et les spéculations. Rappelons tout d'abord que tous les types d'éclairage peuvent perturber le sommeil s'ils sont suffisamment lumineux ou s'ils sont dirigés vers le visage. Plusieurs études suggèrent qu'une exposition à la lumière au mauvais moment peut perturber le rythme circadien et par le fait même le sommeil. Dans tous les cas, il est donc préférable de dormir sans lumière. Donc, j'arrête momentanément la lecture et en lisant ceci, ça confirme le doute que j'avais parce que je voyais des publicités sur les bienfaits de la lumière rouge, mais ça collait pas un petit peu avec les recherches que j'avais faites au fil du temps. Parce qu'en avançant en âge, mon sommeil est plus léger et à ce moment-là, ça m'a amené à me mettre en action pour trouver des moyens, des stratégies pour favoriser mon sommeil. D'ailleurs, je vais en aborder quelques-unes là, tantôt qui ont été gagnantes pour moi.
Ben, je peux en aborder une tout de suite. Hein. En fait, comme il est marqué dans l'article, il est préférable de dormir sans lumière. Ben, c'est le constat que j'en suis venu au fil des ans. C'est-à-dire que je me suis commandé là, sur le web un masque de sommeil. Donc, c'est-à-dire que c'est un masque qu'on met sur les yeux pour bloquer les rayons du soleil, parce que parfois chez soi, que ce soit des rideaux, des stores, bien il y a des rayons du soleil qui peuvent rentrer le matin là, quand c'est le jour, et ainsi perturber le sommeil. Donc, ça donne des résultats. C'est le même type de masque qui est utilisé par certains voyageurs lorsqu'ils sont en avion. Donc, ils se mettent un masque pour favoriser leur sommeil. Dans mon cas, ça donne des très bons résultats. Mais avant d'en venir là, disons que pour bloquer la lumière, j'avais procédé autrement. Dans ma chambre, vu qu'il y a des stores, des lanières de stores qui peuvent laisser à un certain niveau passer la lumière, j'avais bloqué la lumière en mettant des sacs de vidange noirs avec du papier collant là, transparent l'entour des fenêtres. Ça bloquait la lumière, sauf que la problématique, c'est que des fois, avec le temps, ça tombait. Hein? Le papier collant, il s'use. Et les sacs de vidange que je mettais pour bloquer la luminosité des fenêtres où je dormais, parce que l'été, à partir d'à peu près 5-6 heures du matin, il fait jour. Hein? Donc, ça me faisait que je me réveillais très tôt. Ça perturbait mon sommeil. Donc, j'avais adopté cette stratégie-là. Et par la suite, j'ai réalisé, ben oui, un masque du sommeil, j'aurais dû y penser en premier. Fait que j'ai enlevé les sacs de vidange dans la fenêtre. Donc, ça va plus favoriser mon sommeil aussi que d'avoir... bon, j'avais une veilleuse de couleur, là, à un moment donné. Ben, en fait, dans un lointain passé, puis bon, ça favorisait pas nécessairement là, mon sommeil. C'est sûr qu'avoir une veilleuse, ça peut empêcher de s'affarger si on se lève la nuit. Mais bon, sinon, je vais poursuivre la lecture de l'article « La physique et les spéculations ». Rappelons tout d'abord que tous les types d'éclairage peuvent perturber le sommeil s'ils sont suffisamment lumineux ou s'ils sont dirigés vers le visage. Ça, j'en ai parlé. Excusez-moi. Je me concentre. Je vais poursuivre ce que j'étais rendu dans l'article. Dans le cas des spéculations entourant la lumière rouge, il n'est pas question de la lumière rouge diffusée par des ampoules teintées, mais de la lumière qui émet des longueurs d'onde de lumière rouge. En physique, on dit que les couleurs ont, dans le vide, des longueurs d'onde différentes, mesurées en nanomètres, nm. La lumière que nous pouvons tous voir est celle comprise entre les longueurs d'onde de 380 nm, violet, et de 780 nm, rouge, soit entre les ultraviolets en dessous de 400 nm et les infrarouges au-dessus de 800 nm. Donc, c'est sûr que nos yeux perçoivent une partie restreinte du spectre lumineux. Donc, on est limité dans nos perceptions de la lumière. Même chose pour le son à travers nos oreilles, l'audition et des odeurs par rapport à notre odorat. Donc, je continue la lecture. De nombreuses études ont montré que les longueurs d'onde plus courtes, incluant le bleu et le violet, mais souvent résumées en lumière bleue, inhibent la libération de mélatonine, l'hormone qui favorise le sommeil. En limitant la production de mélatonine, on nuit donc au sommeil. Partant de là, les défenseurs de la lumière rouge affirment qu'à l'inverse, la lumière rouge qui a une longueur d'onde plus longue stimulerait la production de mélatonine et favoriserait le sommeil. Les études sur le sujet sont cependant peu nombreuses et de petite envergure. Bon, pour ce qui est de la mélatonine, il y en a sans doute certains d'entre vous qui ont peut-être vécu un phénomène similaire à moi, c'est-à-dire que si vous allez au cinéma et que vous visionnez un film qui dure longtemps dans une salle obscure, noire, eh bien, ça peut, dans le fond, vous donner le goût de vous dormir ou favoriser un état qui se rapproche de l'endormissement. Ça m'est arrivé régulièrement, surtout quand j'écoutais des films très longs, comme par exemple des films tirés de la saga de la guerre des étoiles, Star Wars, donc j'en avais vu plusieurs qui durent longtemps.
Donc, des films qui durent plus de 2 heures dans une chambre noire, bon, c'est sûr que ça peut favoriser la sécrétion de la mélatonine par le cerveau. Et c'est le même principe par rapport au masque de sommeil que j'utilise dans cette optique-là. Donc, l'exposition à noirceur pour favoriser la production là, de cette hormone là, qui favorise le sommeil. Donc, ça, c'est un aspect. Bon, je vais poursuivre la lecture. Signalons que la lumière bleue a été plus étudiée parce que le type de lumière que générée par les télés, tablettes et autres appareils électroniques. Donc, je continue. Ce que dit la science. En 2012, une petite étude réalisée auprès de 20 joueuses de basketball a conclu que 30 minutes de thérapie à la lumière rouge améliorait la qualité du sommeil, les niveaux de mélatonine et l'endurance des participantes par rapport à celles qui n'avaient pas suivi la thérapie. On fait référence à d'autres études. Je mentionne celle-ci parce que j'ai pu la retrouver là, sur le web. Mais ce qui est dit, le verdict à la fin de l'article, c'est que les données actuellement semblent effectivement indiquer que la lumière rouge la nuit ne perturbe pas le sommeil, mais les données à l'appui d'une possible amélioration du sommeil sont encore anecdotiques et peu convaincantes. Pour les insomniaques, avant de se tourner vers la lumière de quelque couleur que ce soit, il convient d'abord de s'assurer d'avoir une bonne hygiène de sommeil, des heures de coucher et de réveil définies, pas d'écran avant de se coucher, n'utiliser le lit que pour dormir et faire de l'exercice. C'est drôle qu'ils ont marqué ça. C'est une façon peut-être polie de dire utiliser le lit pour avoir des relations sexuelles. C'est sûr qu'une relation sexuelle peut amener un état de détente qui est propice au sommeil par la suite. Donc, réduire des tensions corporelles, puis à travers le vécu d'un orgasme, amener un état de détente. Mais bon, par rapport à tout ça, c'est que les études demeurent encore anecdotiques. Là. Il y avait une étude de 20 joueurs de basketball, une autre étude de 33 participants, une autre de 19. Donc, les échantillons sont quand même assez faibles. On ne parle pas d'études qui se rapportent à des milliers de personnes. Puis, ce que je vous dirais dans mon vécu par rapport à la question de la lumière rouge, ben en fait, avant de tomber quand j'ai vu l'appareil qui diffuse la lumière rouge, j'avais un doute. Là, quand j'ai lu l'article, puis j'en viens un petit peu à la même conclusion, c'est-à-dire que pour aider le sommeil, ben idéalement, c'est préférable de dormir sans lumière. Puis je vais continuer dans ce sens-là. Au fil du temps, par rapport au sommeil, il y a quand même des ressources extrêmement intéressantes sur le web. Ce que je voulais vous mentionner, c'est que il y a, je vais vous donner un exemple très concret, puis moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, une conférence qui s'intitule « Les troubles du sommeil, en avez-vous assez des nuits blanches ?» Conférence tête à tête, donc sur YouTube, qui a été fait par Charles Morin, qui est un docteur québécois, qui est spécialisé dans le traitement des troubles du sommeil, donc il présente différentes stratégies. Et cette conférence-là, j'en ai écouté plusieurs au fil du temps. C'est sûr qu'en avançant en âge, mon sommeil diminue, donc ça m'a amené à me mettre en action pour trouver des moyens pour favoriser mon sommeil. Et l'une des meilleures vidéos que j'ai écoutées qui fait la synthèse des conseils pertinents, puis c'est par un médecin spécialiste à ce sujet. Ça a été celle-ci. Donc, je vais vous partager naturellement le lien web en bas de l'enregistrement. Et ça m'a beaucoup outillé, cette vidéo-là. Il est question de choses très pratiques. C'est sûr que, tout d'abord, ce qui a un impact sur le sommeil, c'est l'âge. Ça a un impact sur la qualité et la durée du sommeil. C'est sûr qu'en avançant en âge, le sommeil devient plus léger, ce qui est dit dans la vidéo. Il est question aussi de l'impact du rythme circadien, c'est-à-dire l'horloge interne, qui est en relation avec une zone du cerveau qui capte la luminosité et qui détermine nos horaires de veille et sommeil. Il fait en sorte que la pression à dormir est plus forte la nuit que de jour. Si on veut aller à l'encontre de cela, des problèmes peuvent apparaître. Souvent en avançant en âge, il devient plus difficile de travailler la nuit pour cette raison. Donc on a un rythme naturel. C'est sûr que si on met ça en relation aussi avec la production de mélatonine auquel je faisais allusion tantôt, c'est sûr que quand il fait noir, ça favorise la production d'une hormone qui favorise le sommeil.
Puis, dans la vidéo, il est question que j'ai trouvé intéressant, que la durée optimale de la sieste, d'ailleurs, je l'ai pris en note. Ça fait partie des vidéos que je vais étudier en détail. Je vais prendre des notes des principaux points. Il était question que la sieste qui a une bonne durée optimale, c'est de 30 à 45 minutes, de préférence avant 16 heures. Parce que si c'est après 16 heures, bien, à ce moment-là, la sieste peut être trop rapprochée de la période de la nuit, puis entrer en compétition là, par rapport à elle. Donc, la sieste, elle permet d'améliorer l'attention et la vigilance dans les heures qui suivent et donner une deuxième souffle pour bien profiter de la deuxième partie de la journée. Il ne faut pas qu'elle soit plus de 40 minutes parce qu'à partir de cette durée, on entre en état de sommeil profond et on va avoir de la difficulté à en sortir. Une sieste de plus de 40 minutes peut amener à vivre une inertie du sommeil qui amène de la difficulté à reprendre ensuite nos activités normales. Pour ce qui est de la sieste, en fait, moi, j'en fais des fois après avoir dîné, donc vers 12h30, de quelques minutes. Mais pas naturellement à 4 heures ou trop proche avant de me coucher pour pas que ça fasse interférence. Fait que là, il parle des différents facteurs qui ont de l'impact sur le sommeil dans la vidéo, le stress, l'anxiété, dépression, des événements de vie qui peuvent nuire au sommeil, comme une rupture, donc un deuil, des choses comme ça, une perte d'emploi. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi par rapport à ça, ce qu'il disait, parce que souvent il y a des gens qui vont dire c'est d'avoir une hygiène de sommeil, se coucher à des heures régulières, mais j'aimais bien ce qui était apporté dans la vidéo, c'est qu'il était dit qu'il ne faut pas aller se coucher parce qu'il est 10 heures, mais seulement parce qu'on est somnolent. Il a suggéré à la personne qui ne dort pas après 20 minutes de se lever, d'aller dans une pièce, de revenir au lit seulement lorsqu'elle est somnolente. Il ne faut pas rester, par exemple, 2 heures couché sans trouver le sommeil, là. Donc, par rapport à ça, en fait, ce que je vous dirais, parce que pourquoi que je parle entre autres de ce sujet-là, aujourd'hui, je me suis réveillé très tôt. En fait, je me suis réveillé vers 4 heures du matin. Et qu'est-ce que j'ai fait? Quand que je me réveille, je reste couché dans le lit. Si après une période de 15 minutes ou une demi-heure, je me rendors pas, bon, ben, des fois, ce que je vais faire, comme aujourd'hui, j'ai été écouter en fait un enregistrement de méditation pour favoriser le sommeil. D'ailleurs, je vais en partager deux, que j'ai eu des résultats au fil du temps. Il y en a un, c'est méditation guidée, contribuer à l'auto-guérison de votre corps pendant votre sommeil. Au début, c'est de la détente pour favoriser le sommeil, puis ensuite, c'est comme un 2 en 1, là. L'enregistrement vise à favoriser l'auto-guérison de la chaîne Méditation et Sérénité. J'ai apprécié beaucoup la voix de celui qui fait ces enregistrements, parce que c'est une voix qui est douce, propice au calme et la détente. Et aussi la musique, on parle du 432 Hz, qui aurait des propriétés qui seraient plus saines que le 430 Hz. Donc des propriétés particulières là, sur le plan de la musicothérapie. Donc cet enregistrement-là en particulier, je l'ai écouté plusieurs fois. Et d'ailleurs, je l'ai partagé à ma mère qui l'a écouté. Et elle arrive au même constat, c'est-à-dire que elle a tendance à avoir de la facilité à embarquer dans l'enregistrement pour connaître un état de détente propice au sommeil. Donc, on est les deux personnes que ça fonctionne parce qu'au fil du temps, j'en ai écouté plusieurs. Sur Internet, vous le savez, il y a plein d'enregistrements pour favoriser la relaxation, la détente, la méditation, et ainsi de suite. Mais cette chaîne Méditation Sérénité, il y en a plusieurs. Je l'apprécie en particulier parce que ça a eu des résultats chez moi. Donc, et chez ma mère aussi, et c'est la raison pour laquelle je vous en parle. Donc, comme là, cette nuit, je me suis réveillé et j'ai écouté l'enregistrement. Des fois, après une écoute d'à peine 10 minutes, à un moment donné, le fonctionnement de mon cerveau va être ralenti parce que notre cerveau, tout dépendant de l'état de l'activité électrique, va produire différentes ondes.
Et à un moment donné, on est dans une zone qui est très proche du sommeil où on n'est pas nécessairement conscient de qu'est-ce qui est dit. Prenons par exemple, ça m'est arrivé plusieurs reprises quand que j'ai pratiqué le yoga nidra, qui est un type de yoga qui est très proche du sommeil. Et à un moment donné, la personne qui anime l'activité de yoga nidra, ou même chose pour une méditation guidée, on ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'elle dit parce qu'on est dans un état entre celui d'éveil et de sommeil. Et ce type d'enregistrement-là, dans le fond, dans certains cas, je vais l'écouter, puis quand que je suis très proche du sommeil, ça va favoriser ma détente, puis après 15-20 minutes, je vais aller me coucher, puis je vais me rendormir. Ça a fonctionné, mais aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, ça varie d'une journée à l'autre, tout dépendant si je suis proche ou non du sommeil. Mais bon, ça m'a déjà donné des résultats. Il y avait aussi un enregistrement qui s'intitule Yoga Nidra en 12 minutes, relaxation très profonde, méditation guidée en français, de Cédric Michel, Bulle de Sérénité, qui a un canal sur YouTube. Donc, la particularité de cet enregistrement, c'est qu'il est court. On parle de 12 minutes. Et je vous dirais que quand des fois je suis sur le bord de dormir, en fin de soirée, je me couche habituellement quand même assez tôt, me levant tôt, donc des fois vers 21h, donc 9h le soir. Je vais des fois commencer là, à m'endormir devant la télévision si j'écoute un film. Et puis, je vais écouter l'enregistrement. Des fois, à peine après quelques minutes, je suis dans l'état, ça favorise mon sommeil, puis là, c'est-à-dire que je perds ce qui est dit par la personne qui anime le yoga nidra. Et ça, c'est l'indicateur comme de quoi que je suis proche d'endormissement, et des fois, j'en écoute quelques minutes, puis je vais me coucher. Par contre, si j'embarque pas, si je me réveille pendant la nuit, j'écoute cet enregistrement-là ou l'autre auquel je faisais allusion, puis je me rendors pas, ce qui est le cas d'aujourd'hui, je vais faire d'autres choses. C'est le signe que mon corps n'a pas besoin de sommeil. Donc, peut-être qu'il en a besoin que je ne le vois pas. C'est sûr, ça peut être sujet à discussion, mais bon, je vais m'activer à d'autres choses si le sommeil ne vient pas. Parce que si on stresse, c'est ça que je trouvais intéressant là, par rapport à l'enregistrement du docteur Charles Morin, s'il était question que si la personne veut trop dormir, puis de ce que j'avais compris, elle se met de la pression, c'est sûr que ça peut être contre-productif. Lui, ce qu'il disait, c'est qu'on ne peut pas induire le sommeil sur commande. La personne ne peut pas peut travailler très fort et décider de dormir quelques secondes après avoir fermé la lumière. Par contre, vont créer des circonstances qui sont propices au sommeil en se donnant une période de décompression préalable, en ne faisant pas d'activité exigeante sur le plan intellectuel. Donc, il y a des particularités. C'est sûr qu'au fil du temps, si je me couche puis je me dis je dors, puis je me mets en colère, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va fonctionner. Puis si je me mets de la pression, là, ça crée une espèce de stress. Puis si on ne dort pas, on se sent coupable. C'est pas nécessairement sain. C'est pour ça qu'à un moment donné, si je me réveille très tôt, puis j'essaie d'écouter d'enregistrements pour favoriser de la détente, puis ça marche pas, je me culpabilise pas si ça marche pas, je vais faire autre chose, c'est tout. Et il y a des mécanismes du sommeil, c'est dommage qu'on n'enseigne pas ça aux jeunes à l'école, là. Donc, pourquoi on n'en parle pas? Peut-être que la science n'était pas tellement développée quand on était plus jeune. Mais c'est des choses intéressantes à savoir. C'est-à-dire que l'un des principes que j'ai découvert en écoutant la vidéo, c'est le principe d'homéostasie, équilibre, éveil, sommeil. Donc, un impact. Ce qu'il dit, c'est que plus ça fait longtemps que nous sommes éveillés, plus la pression à dormir augmente et plus il est facile de trouver le sommeil. Plus ça fait longtemps qu'on dort et plus il est probable qu'on se réveille. Donc, on ne peut pas mettre des heures de sommeil en banque et dire « je vais dormir pendant 15 heures pour en accumuler en vue de faire un voyage où l'on s'expose à du manque de sommeil. » On peut accumuler une dette de sommeil, mais on ne peut pas faire le contraire et mettre des heures de sommeil en banque. Donc ça, c'est un principe important, parce que des fois, je me disais, avant de faire un voyage où je vais conduire plusieurs heures consécutives sur la route, je vais dormir un peu plus
pour être frais et disposé et pour conduire puis être au maximum de ma forme, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, tout ça pour vous dire, en fait, c'est comprendre le fonctionnement du sommeil qui à mon avis, est utile, l'étudier scientifiquement, entre autres. Puis bon, je vais mettre le lien là, de la conférence auquel je fais allusion depuis tantôt là, par rapport à ça. Donc, je suis plus dans l'étude du fonctionnement du sommeil plutôt que d'avoir recours en tant que tel à des gadgets, là, ouais. Donc, puis je vais mettre les liens web là, des enregistrements. C'est sûr que la façon que je vois les choses aussi, c'est de tirer profit des ressources auxquelles on a accès aujourd'hui grâce à la science et la technologie. C'est sûr que la science, ça peut avoir des travers, des inconvénients. Prenons par exemple la science technique qui permet de développer des technologies de surveillance, mais en contrepartie, on a beaucoup de vidéos où on a des conférences qui sont gratuites, on a des enregistrements de méditation guidée, de taux de dose, etc. Donc, pourquoi pas en tirer profit? C'est ce que je me dis. En fait, le but de la capsule aujourd'hui, c'était de discuter de l'impact de la lumière rouge sur le sommeil. Vous parlez aussi de l'étude que j'ai faite par rapport au sommeil, puis des choses qui marchent sur moi, là, c'est-à-dire, par exemple, d'utiliser un masque de sommeil, écouter certains enregistrements. Par contre, naturellement, je ne vise pas à dire aux gens quoi faire. En fait, si quelqu'un a un problème de sommeil, naturellement, j'invite les gens à contacter les professionnels de la santé appropriés, c'est-à-dire les médecins, entre autres, par rapport à ça. Donc, je donne pas d'avis médical. Je peux parler de qu'est-ce qui fait bien, qu'est-ce qui fonctionne sur moi, dans une optique de partager qu'est-ce qui a fonctionné sur moi, mais je ne dis pas aux gens quoi faire en matière de sommeil, là, naturellement. Même chose par rapport au domaine de la santé, étant donné que c'est de la responsabilité là, des professionnels de la santé dûment accrédités de le faire. Et c'est la façon aussi pour pas me mettre naturellement les pieds dans les plats. Parce que en Occident, les actes qui touchent à la médecine, eh bien, sont réglementés par des ordres professionnels. Donc, quelqu'un qui n'est pas accrédité par un ordre professionnel pour donner des conseils. Donc, dire aux gens quoi faire directement en matière de santé, c'est pas même chose pour des traitements médicaux. Tu sais, si quelqu'un va dire à une autre personne d'écouter des enregistrements d'hypnose pour guérir un cancer, la personne peut s'exposer à des poursuites naturellement. Et c'est sûr que ça peut être très lourd de gravité parce que si la personne meurt du cancer, ben le prix à payer par rapport à la défaillance, par exemple, d'un traitement inapproprié par rapport à une personne ou des... c'est sa vie. Ou empirer sa situation, dégrader. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, je peux vous dire que d'écouter une enregistrement peut favoriser ma santé dans mon cas, mais ça se limite à ça. Chacun doit évaluer les choses dans le fond lui-même ou avoir recours aux professionnels de la santé qui, eux autres, peuvent donner une prescription médicale, que ce soit de la médication ou de faire des exercices. D'ailleurs, ça me faisait rire parce que j'avais déjà vu un médecin en entrevue qui donnait comme prescription aux gens de faire plus d'exercices physiques. Parce que souvent, les gens s'attendent d'avoir des prescriptions, bon, prendre de la médication, par exemple, pour favoriser la perte de poids ou ainsi de suite. Donc, peut-être un jour, on en viendra avec des médecins qui vont prescrire d'augmenter l'activité physique pour, par exemple, la personne dépense plus dans la journée pour favoriser le sommeil plutôt que seulement donner des somnifères. Et ce que je trouvais intéressant par rapport au docteur Charles Morin, c'est qu'à travers sa vidéo, il nous présente les limites des somnifères. Donc, la somnifère qui a été vue par plusieurs comme étant la pilule magique ou la solution miracle par rapport au problème de sommeil, c'est sûr que, dans le fond, il y a des limites par rapport à ça qui sont exposées là, dans le cadre de la vidéo, où il met très bien là, la pertinence de l'activité physique en contexte, dans le sens que il est question, en fait, par rapport à l'activité physique,
c'est sûr que c'est pas d'avoir une activité physique soutenue quelques minutes avant d'aller se coucher, parce que l'activité physique qui est trop rapprochée, ce que ça va avoir pour impact, c'est stimuler le corps. Ce que ça va avoir comme effet, l'activité physique d'une manière trop rapprochée, c'est une hausse de la température corporelle. Et à ce moment-là, ça va à l'encontre parce que ce qui est préférable, c'est qu'il y ait un refroidissement de la température corporelle avant que la personne dorme, là, selon la vidéo que j'ai visionnée, là. Donc, c'est ça qui était entre autres mentionné. Mais bon, c'est ce qui complète à présent cet enregistrement. Comme à l'habitude, bien, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.